Bonjour à tous, nous allons étudier le chapitre 18. C'est un chapitre très important au niveau du programme puisqu'il traite des crises économiques. Le programme nous demande d'étudier une ou plusieurs crises en particulier. J'ai choisi la crise de 1929, la crise asiatique de 1997, la crise des subprimes de 2008 et la crise actuelle liée au Covid-19. L'objectif est de bien comprendre les mécanismes qui déclenchent la crise économique, mais également les conséquences de la crise économique. Pendant les crises, nous étudierons en fait le rôle des différents agents économiques, que ce soit les sociétés non financières, les entreprises, les sociétés financières, les banques, les ménages ou encore l'État. Dans cette vidéo, nous étudierons particulièrement la crise de 1929. Toutefois, avant, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait déjà eu des crises avant cette première grosse crise économique. Et nous allons commencer par la crise des tulipes qui a eu lieu en 1637. Nous sommes ici à la fin du XVIe siècle et les bateaux sillonnent l'Europe et le monde. Je vous rappelle quand même que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Donc vous voyez, on commence à faire du commerce avec différentes parties du globe. Donc ici, les bateaux, surtout hollandais, vont voyager jusqu'en Turquie et ramener la bulbe de tulipe, qui est une très belle fleur qui va beaucoup plaire aux botanistes hollandais qui vont vouloir l'étudier et la cultiver. Les horticulteurs vont la cultiver et de nombreux agents économiques à travers toute l'Europe vont vouloir en posséder. Donc les nombreuses cours européennes, que ce soit la France, la Hollande, vont vouloir acheter ces bulbes. Le problème, c'est que la tulipe n'est pas une marchandise comme les autres, ce n'est pas une table qu'on va acheter ou un ordinateur. C'est un produit en fait qui ne fleurit qu'au printemps. Ce qui signifie que tout le reste de l'année, il va y avoir un jeu entre l'offre et de la demande pour préparer les futures commandes, donc les futures livraisons de tulipes qui auront lieu au printemps suivant. Pour la première fois, je vais utiliser un terme qui va revenir très fréquemment dans ce cours, la spéculation. Alors, un marché à terme va être organisé. Alors, un marché, c'est forcément le jeu de l'offre et de la demande et de l'ajustement des prix concernant un produit, mais celui-ci est à terme. Ça veut dire que la livraison du produit n'interviendra pas tout de suite, mais dans quelques mois. Donc ici, c'est souvent 8 à 9 mois plus tard, quand la tulipe sera prête à être vendue, qu'on pourra vendre le produit. Un marché à terme ou marché des contrats à terme, on parle ici de contrats sur les tulipes, c'est un marché en fait où l'engagement du donneur d'ordre s'exécutera à une échéance définie, donc dans le futur. Les offreurs vont donc promettre de livrer une certaine quantité de tulipes à une période donnée dans le futur, et les demandeurs font la promesse de payer. Le problème, c'est que les récoltes ne vont pas forcément suivre, et peut-être que les offreurs ne seront pas capables de livrer la quantité promise. Comme il va y avoir beaucoup de demandeurs de cette bulbe de tulipes, le cours en bourse va forcément monter. D'un autre côté, les horticulteurs ne pourront peut-être pas livrer les quantités promises à cause des aléas climatiques. Dans ce cas, on va avoir une économie réelle, la livraison des bulbes, qui va être déconnectée de la finance. Autre souci, la majeure partie des contrats qui vont être signés comme ça par la bourse, des opérations sur les marchés à terme, ne seront pas réalisées à la bourse d'Amsterdam, la bourse officielle, mais dans des bourses clandestines, fait des opérations qu'on appelle de gré à gré, en dehors de la bourse, et il n'y aura donc pas de dépôt de garantie ni d'appel de marge. Le dépôt de garantie n'est ici pas présent, ce qui signifie que la personne qui vous a vendu les tulipes ne percevra même pas ce dépôt de garantie si vous n'êtes pas en mesure de payer la commande que vous avez réalisée. Alors les appels de marge, c'est quand même beaucoup plus technique. Disons que si les cours en bourse augmentent, la chambre de compensation pourrait vous demander d'apporter un supplément pour être sûr que si vous devez payer plus cher à l'échéance, vous soyez capable de le faire. Ici, au niveau des tulipes, il n'y avait pas de chambre de compensation. Nous sommes sur un marché de gré à gré. Pour revenir au marché de la tulipe, on se rend bien compte en fait qu'il n'y a pas de marché réellement organisé. Tout se passe en fait dans des auberges. Donc on négocie des différents prix à terme et on n'est pas certain que la production pourra suivre. En 1637, on va s'apercevoir que les quantités offertes sont totalement déconnectées des cours des tulipes. On voit par exemple que pour une bulbe de tulipe, il fallait à peu près 15 fois le salaire annuel d'un artisan. C'est totalement déconnecté de la réalité. Donc une bulle spéculative s'est créée en fait sur la tulipe et elle a fini par exploser. Alors vous avez un auteur qui a très bien étudié ce problème-là, un auteur du 19e qui s'appelle Charles Mackay. Finalement, la réalité a rattrapé l'économie
Le cours de la tulipe s'est effondré et des milliers d'Hollandais se sont retrouvés ruinés. La bulle spéculative a en effet fini par éclater. La seconde crise que nous allons étudier concerne la Compagnie des Indes orientales et la crise s'est déroulée vers les années 1720. À partir de la fin du XVIIe siècle, la Compagnie des Indes orientales va réaliser beaucoup de commerce avec les Indes et notamment la ville de Pondichéry. Une colonie française va être créée dans ces Indes orientales et le but va être d'exploiter toutes les ressources naturelles de ce secteur et de les ramener en France. Notamment, si on peut trouver de l'or, ce serait génial. N'oubliez pas que nous sommes à la période de Colbert. Colbert, c'est le ministre des finances de Louis XIV et le but, c'est de créer des châteaux, de faire des grandes fêtes, de faire rayonner le royaume. Donc, il faut absolument faire revenir tout ce qui va être bénéfique pour la France. En exagérant un petit peu, c'est plus ou moins un pillage de cette partie des Indes. Un personnage historique du nom de John Law, qui sera à la base de la création du billet de banque, va développer cette compagnie. Elle va s'appeler la Compagnie perpétuelle des Indes. Il va créer de nombreuses filiales. Vous voyez, c'est une des premières fois où vous aurez une holding, une société mère avec de nombreuses filiales. John Law sera ensuite missionné par Louis XV pour renégocier la dette publique française qui déjà à l'époque commence à grossir et collecter les impôts. Concernant sa compagnie des Indes, il va la faire fusionner avec la Banque royale. Pour financer les expéditions vers les Indes, comme c'est quand même très loin, la Compagnie des Indes va émettre de nombreuses actions. Pour les actionnaires, c'est pratiquement un gage de réaliser une plus-value ou d'avoir des dividendes, tout simplement parce qu'on leur promet une myriade de bénéfices. Aux Indes, il y a de nombreuses ressources qui vont être ramenées en France. Donc, quoi qu'il arrive, la société fera de très gros bénéfices que les actionnaires pourront alors se partager. Toutefois, ce ne sera pas vraiment une réussite parce que beaucoup de bateaux vont devoir partir en Inde, ramener les ressources naturelles et au retour, ou même à l'aller, risquent de se faire attaquer par des pirates ou alors vont tout simplement couler. Donc il y aura moins de ressources qui rentreront en France. Une nouvelle fois, une bulle spéculative s'est créée puisque l'on pensait que la rentabilité des actions allait être énorme. Il y a une bulle qui s'est donc créée, les actions ont monté, alors que le potentiel des colonies, certes, était important, mais comme il fallait ramener ce potentiel, cela n'a pas fonctionné. Les marchés financiers, encore une fois, ont été déconnectés de l'économie réelle. Encore aujourd'hui, lorsque vous visitez certains châteaux en France, vous pouvez retrouver des objets qui ont été importés des Indes à cette période. Nous allons maintenant nous intéresser à une troisième crise économique un peu plus proche de nous, qui est survenue dans les années 1850 et qui concerne les concessions ferroviaires et les compagnies ferroviaires. Nous sommes en pleine révolution industrielle, les chemins de fer se développent. Pour poser les rails, c'est tout de même assez compliqué. Aussi, il va être décidé de découper le territoire en différentes concessions. Ici, le terme concession désigne en fait l'action de pouvoir utiliser un terrain pour poser les rails. Le terrain n'appartient pas à la concession, en revanche, ils pourront exploiter cette partie du territoire pour poser les rails. Chaque concession sera vendue à une entreprise privée qui aura en charge d'installer les rails pour faire passer le chemin de fer. Par exemple, le Valenciennois est scindé en 3 concessions attribuées à des sociétés différentes dont le but est de construire les rails, de poser les rails. Ces entreprises vont alors se tourner vers les banques afin d'obtenir des prêts forcément sur du long terme, car poser des rails, ce n'est pas évident.
En effet, poser les rails est parfois très compliqué. Il y a beaucoup de problèmes techniques. Pensez quand il faut passer dans des forêts ou quand il y aura s'il y a des montagnes. Il est également compliqué de traverser des terrains qui sont meubles ou alors avoir des cours d'eau à franchir et la construction des ponts. Et la rentabilité ne sera assurée que sur le long terme lorsque le train pourra passer. Avant, il y a beaucoup de frais à engager. À titre d'exemple, et si vous avez le temps, vous pouvez regarder l'excellent film, le western Il était une fois dans l'Ouest. De même, il y a un Lucky Luke qui traite de ce sujet. Les compagnies ferroviaires qui ne sont pas de petites sociétés familiales mais de grosses sociétés vont également entrer en bourse et leur cours va fortement monter. Il va y avoir une forte spéculation, tout simplement parce que le train est en plein développement. Et on se doute bien que ces compagnies-là, logiquement, devraient avoir beaucoup de retours sur investissement. Donc, acheter une action de ces compagnies ferroviaires devrait rapporter beaucoup d'argent, que ce soit en plus-value lors de la revente de l'action ou alors en dividendes touchés chaque année. Finalement, poser les rails va être beaucoup plus compliqué que prévu et il va y avoir notamment beaucoup de problèmes sur la ligne Paris-Lyon. La compagnie ferroviaire qui a un tronçon à poser va devoir faire un emprunt de plus de 100 millions. En effet, les dépenses pour poser les rails ont été largement sous-estimées. Finalement, pour l'ensemble des compagnies ferroviaires, il y aura beaucoup moins de dividendes versés aux actionnaires. Le cours en bourse va s'effondrer. Les banques qui avaient prêté massivement à ces compagnies vont avoir peur de ne pas récupérer leur mise, tout simplement parce qu'elles avaient prêté à court terme, alors que la rentabilité de ce genre d'investissement est à long terme. Il va y donc avoir une crise boursière et une crise bancaire. Encore une fois, les marchés financiers ont totalement été déconnectés de la réalité économique. Les marchés financiers ont anticipé une myriade de résultats, alors qu'en fait, il fallait d'abord poser les rails et rien n'était gagné. Nous allons maintenant faire un petit retour dans le passé d'un peu plus de 90 ans pour étudier une très grosse crise, la crise de 1929. Ce krach boursier va commencer aux États-Unis. Mais avant d'arriver à la crise de 29, il faut un petit peu vous expliquer ce qu'il s'est passé avant pour les Américains. Les années 20 vont porter le nom chez les Américains de Roaring Twenties, ou pour la France, les années folles. Il s'agit en réalité d'une période très faste au niveau économique pour les Américains, pour les États-Unis, qui va ensuite se diffuser en Europe. Cette période, qui commence effectivement à la fin de la Première Guerre mondiale et dont l'épilogue est souvent tragiquement associé à la crise de 29, est définie comme une décennie de changements majeurs, d'évolution et de prospérité aux États-Unis, aussi bien sur le plan économique que culturel et sociétal. Une seconde révolution industrielle apparaît et celle-ci va prendre son essor en grande partie aux États-Unis. En 1911, Frederick Winslow Taylor, un ingénieur, va développer le principe du travail à la chaîne. Celui-ci sera fortement utilisé dans les entreprises Ford. L'unique modèle de production chez Ford, la Ford T, va symboliser l'American Way of Life, c'est-à-dire la prospérité des années 20. Cette voiture démontre le bond quantitatif de la production américaine. En une vingtaine d'années, il s'est en effet produit 15 millions d'unités de cette voiture. Ainsi, pour faire simple, l'économie américaine semble être en bonne santé. D'ailleurs, le président américain Hoover, en 1928, va déclarer que l'Amérique est très proche d'avoir éradiqué toute forme de pauvreté. Sur le petit schéma, vous voyez bien que la production américaine, notamment automobile, a fortement augmenté et en parallèle, les cours en bourse ont augmenté. Pour une fois, il semblerait bien que cette logique puisse durer très longtemps et que les marchés financiers correspondent exactement à l'économie réelle. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Tout va donc très bien pour les États-Unis. Ils sont devenus la première puissance industrielle.
grâce à de nouvelles consommations comme l'automobile, le pétrole, la radio et des matériels électriques. Il ne faut d'ailleurs pas négliger que le revenu réel par habitant est passé de 522 $ à 716 $ entre 1920 et 1930. L'indice Dow Jones, l'indice industriel américain, va également fortement augmenter. En guise de conclusion, je reprendrai une célèbre phrase de Voltaire dans Candide: « Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. » Enfin, en apparence, je ne vous ai peut-être pas dit toute la vérité. Premier petit problème, mais nous reviendrons dessus plus tard, il y a une surproduction agricole, comme indiqué en haut de cette page 4. Réponse à la question 1, est-ce un modèle économique idéal? On le dirait, en effet, la pauvreté a reculé et devrait bientôt disparaître. L'industrie et la consommation tournent à plein régime. La bourse soutient l'économie. Seul petit bémol, le monde agricole qui rencontre des problèmes. Je vous ai bien dit que je vous ai menti précédemment. En fait, aux États-Unis, dans les années 20, il y avait tout de même une forte inégalité au niveau des revenus. Les ouvriers étaient encore très mal payés. Alors chez Ford, c'était un petit peu différent, puisque Ford avait doublé le salaire par jour, mais dans les autres entreprises, il y avait encore beaucoup d'inégalités entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnaient le moins. La classe ouvrière, en fait, va avoir du mal tout de même à accéder à la consommation. D'un côté, vous avez les industriels américains qui vont produire beaucoup. Il y a une très forte offre, mais de l'autre côté, la demande des consommateurs est un peu morose. Elle n'a pas vraiment les moyens de consommer. Il y a pourtant une solution, réaliser des crédits à la consommation. Les agents économiques auront donc des revenus qui sont insuffisants, mais par l'intermédiaire du crédit, ils pourront avoir accès tout de même à l'ensemble des biens durables de l'époque qui sont en train de se développer, tels que l'automobile, les meubles ou l'électroménager. D'un autre côté, comme la bourse se développe fortement, les banques vont également proposer à ces agents économiques de faire des crédits pour pouvoir acheter des actions. De toute façon, il n'y a aucun problème puisque les cours ne font qu'augmenter. L'agent économique va prendre un emprunt pour acheter des actions et lorsqu'il revendra les actions, il pourra facilement rembourser l'emprunt et en plus, comme le cours a augmenté, il réalisera une belle plus-value. Donc tout va encore une fois très bien dans le meilleur des mondes possibles. Cela me fait d'ailleurs penser à la crise des subprimes de 2008 où l'on pensait que la valeur de l'immobilier allait toujours grandir, allait toujours augmenter. En plus, si un très grand économiste comme Irving Fisher pense que l'augmentation de l'indice Dow Jones est parfaitement corrélée avec l'activité économique américaine, dans ce cas-là, aucun souci. Ah oui, petit détail quand même, si jamais il y a une crise et que les agents économiques ne savent pas rembourser les emprunts qu'ils auront effectués pour acheter des automobiles, des meubles, tout ça, ou pour rembourser les fameux crédits actions, ben, qui va subir cette crise? Ce sera les banques. Le système bancaire va totalement s'effondrer puisque les prêts qu'ils auront accordés aux agents économiques ne seront pas remboursés. Enfin, à l'époque, comme tout va bien, ce n'est qu'un détail. Réponse aux questions 2, 3 et 4. Alors la question 2, on avait déjà abordé le problème en visioconférence. Quel sentiment pouvait ressentir un spéculateur en bourse dans les années allant de 1925 à 1929? La bonne réponse était un sentiment de confiance, car tant que la bourse a monté, ceux qui achetaient le plus souvent à crédit voyaient leurs prévisions confirmées le lendemain par la hausse des cours, et jour après jour, la hausse venait justifier les prévisions de la veille. Réponse à la question 3. Que permet le crédit action identifié par la flèche à la page précédente? Il permet de réaliser un effet de levier financier, emprunter pour acquérir des actifs financiers et augmenter sa rentabilité. On est bien d'accord que l'agent économique qui achète des actions n'a pas l'argent, donc il espère avec l'argent d'une autre personne, là du banquier, pouvoir acheter des actions, se faire un bénéfice et pouvoir rembourser ensuite la banque. Donc c'est un effet de levier financier. Question 4. Comment finalement le gouvernement américain parvient-il à faire respecter l'équilibre offre égale demande? Tout simplement grâce au recours massif à l'endettement des ménages à travers le système bancaire.
Donc on a bien offre égale demande, mais uniquement parce que l'endettement est possible. Sur le petit schéma que j'ai réalisé, vous voyez bien qu'en fait, l'économie est tenue par les banques qui permettent à la fois de réaliser des crédits à la consommation de biens durables, donc pour acheter la production des entreprises, mais aussi des crédits actions, donc d'une part qui permettent de financer, je dirais, l'économie réelle en permettant aux agents économiques d'acheter des actions d'entreprise, mais malheureusement aussi de spéculer en bourse et d'espérer pour les agents économiques d'acheter les actions à un certain cours pour essayer de les revendre plus tard en réalisant une plus-value et entre deux percevoir des dividendes. Donc retenez bien que si l'économie américaine durant ces années 20 fonctionne à plein régime, c'est surtout parce qu'elle vit à crédit. D'ailleurs, analysons le petit tableau qui est fourni juste en dessous. Donc l'évolution de certains agrégats de 1925 à 1929, vous voyez que l'évolution du Dow Jones a fortement augmenté, plus 215% en 4 ans. Mais si vous regardez 2 colonnes au-dessus, la production industrielle n'a augmenté que de 21%. Donc oui, l'activité a augmenté, tant mieux, c'est bien. En revanche, on voit bien que l'indice boursier est totalement décorrélé de la réalité économique. En réalité, ce n'est pas la production qui a vraiment soutenu l'évolution de l'indice Dow Jones, c'est plutôt la vitesse de circulation de la monnaie qui a augmenté de plus 140%. Ceci nous montre qu'il y a eu effectivement beaucoup d'échanges de monnaie entre les agents économiques, notamment au niveau des actifs boursiers. Les actions ont régulièrement changé de main, les agents économiques voulaient réaliser des plus-values à court terme, alors que n'oubliez pas, quand vous investissez dans des actions d'entreprise, le but est de quand même soutenir l'entreprise et donc d'investir sur le long terme. Mais là, les agents économiques cherchaient simplement à réaliser ce qu'on appelle des coups en bourse. Vous avez bien compris que les agents économiques dans les années 20 investissaient massivement en bourse parce qu'il y avait la possibilité de réaliser d'énormes plus-values boursières assez rapidement. Autre motif qui rend la bourse très attractive, à la même époque, il y avait beaucoup d'ouragans sur les États-Unis, beaucoup de dégâts au niveau de l'immobilier. Donc pour une personne qui a un peu d'argent ou qui souhaite réaliser des bénéfices, des plus-values, c'est plus intéressant et moins dangereux d'acheter des actions que d'acheter des actifs immobiliers. On peut se rendre compte que les agents économiques, comme en 2008, veulent se faire de l'argent assez facilement. En 1929, c'était plutôt au niveau des actions, alors que dans les années 2000, c'était plutôt sur les valeurs immobilières qui allaient grimper pratiquement à l'infini, avant de s'effondrer. En réponse à la question 6, lorsque vous disposez d'argent, en 1929 comme aujourd'hui, quels sont les placements rois? Il y en a deux, ça peut être l'immobilier ou les placements financiers. Et en 1929, en raison des incidents climatiques qui ont causé beaucoup de dégâts à l'immobilier, c'était les placements financiers qui étaient rois. Prenons le temps à présent de répondre aux questions 7, 8 et 9. Donc question 7, l'évolution des cours suit-elle l'évolution de la production industrielle? Nous l'avons déjà dit, non, elle est totalement déconnectée. En effet, si vous regardez le tableau de la page précédente, l'évolution de l'indice Dow Jones a augmenté de plus de 115%, alors que la production industrielle n'a augmenté que de 21%. Je dirais un petit peu que les indices boursiers ont pris l'ascenseur pendant que la production a pris l'escalier. Les actions sont-elles finalement aussi rentables? Non, le dividende par action chute. Qu'est-ce qui attire alors les acteurs vers la place boursière? Alors pourquoi les acteurs viennent sur la place boursière? Tout simplement parce qu'ils ont l'objectif de réaliser rapidement des plus-values, c'est-à-dire de réaliser un profit en capital en revendant les actions plus chères que le prix d'achat. C'est pour ce motif qu'il y a beaucoup de transactions qui sont réalisées au niveau des actions. Au final, les investisseurs qui sont censés être fidèles aux actions qu'ils ont achetées ne le sont pas du tout, ils ne financent pas vraiment l'économie réelle, puisque leur seul but est d'acheter des actions pour les revendre, s'en débarrasser afin de réaliser des plus-values. Une nouvelle fois, nous pouvons nous rendre compte que l'économie réelle est déconnectée des marchés financiers. À ces problèmes de déconnexion vont venir s'ajouter d'autres problèmes qui sont liés au système bancaire. Le premier est la création de monnaie ex nihilo, ce qui signifie que les banques vont créer beaucoup de monnaie par simple jeu d'écriture.
ce qui permet aux agents économiques d'avoir énormément recours au crédit, puisque ce sont des jeux d'écriture comptable dans les agences bancaires qui permettent de créer de la monnaie. Second problème, la couverture fractionnaire des dépôts. De nombreux agents économiques ont fait des dépôts bancaires, ils ont déposé leur épargne dans les banques, et ces banques ont utilisé ces dépôts, cet argent déposé par des épargnants, pour faire de la création monétaire, multiplier ces montants déposés et réaliser beaucoup de crédits aux agents économiques. Or, si les agents économiques qui ont fait des dépôts veulent venir retirer cette épargne, il n'y a plus l'argent en banque puisque celui-ci a été multiplié et donné à d'autres agents économiques. Il n'y aurait donc pas assez d'argent pour tout le monde. Les banques créent donc de la monnaie à partir de ces dépôts, mais ne disposent pas des réserves suffisantes en cas de retrait. Troisième problème rencontré, les banques ont généralement prêté aux entreprises sur du court terme, souhaitant être remboursées rapidement. Or, les entreprises ont investi sur des opérations de long terme qui seront rentables, mais à plus longue échéance. Donc, quand les entreprises devront commencer à rembourser, elles n'auront peut-être pas encore touché les profits qu'elles auraient dû toucher par rapport à leur investissement. Quatrième problème, les banques ont massivement prêté à travers le crédit action aux agents économiques pour qu'ils achètent des actions en bourse, et cela a provoqué de la spéculation. Enfin, dernier point, trop de monnaie en circulation, puisque les banques ont fait beaucoup de crédits, risque de faire baisser la valeur de cette monnaie. Comme vous le constatez, en facilitant l'accès au crédit des différents agents économiques, les banques ont enclenché le compte à rebours d'un futur krach boursier, bancaire, économique et social inégalé jusque 2008. Autre élément perturbateur, l'amélioration des machines agricoles, l'utilisation de plus d'engrais ont permis aux agriculteurs américains de produire davantage. Une partie de cette production était envoyée vers l'Europe. Toutefois, l'Europe, qui est sortie de la guerre en 1918, a eu le temps petit à petit de se reconstruire et les agriculteurs français de produire eux-mêmes. Donc la demande par les pays européens a fortement baissé. Autre point, d'autres producteurs d'autres pays, comme l'Australie, comme le Canada, comme le Brésil, se sont mis eux aussi à produire beaucoup, ce qui fait qu'il y a eu un engorgement de l'offre. Les prix se sont donc effondrés, ce qui explique que les agriculteurs américains se sont retrouvés en difficulté. Ils ne trouvaient pas de débouchés pour leur production. Alors vous voyez la question 10, cela correspond-il à la loi des débouchés de Jean-Baptiste C? Pas du tout, puisque logiquement toute production supplémentaire va entraîner forcément un débouché. Or ici ce n'est pas le cas, il y a eu une surproduction et il n'y avait pas de débouché en face. Pour la question 0, en effet, il y a bien deux auteurs que l'on peut classer comme des hétérodoxes, c'est-à-dire Marx et Keynes, puisqu'ils n'ont pas la même pensée que les auteurs de la pensée classique et néoclassique de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ont une pensée normale pour l'époque, que l'on appelle les orthodoxes. Pour Marx en premier, il va y avoir une suraccumulation de capital, cela va entraîner une surproduction, alors principalement de biens de production, d'investissement. On va beaucoup investir alors que derrière, il n'y aura pas la consommation à l'avenant pour l'investissement que nous allons réaliser. C'est un petit peu le problème de l'agriculture, mais c'est également le problème dans l'industrie, puisqu'on va fabriquer beaucoup de voitures, beaucoup de nouveaux produits, et en face, la consommation ne va pas suivre. L'offre va largement dépasser la demande. Cela va engendrer, d'après Marx, une crise de surproduction, et c'est la fin du capitalisme selon Marx. À côté de Marx, il y aura aussi John Maynard Keynes. Alors attention, n'associez pas directement ces deux auteurs car ce n'est pas du tout la même chose. Marx voit la fin du capitalisme alors que Keynes pense plutôt qu'on peut le corriger et qu'il faut le garder. Alors pour Keynes, le problème c'est l'inégalité des revenus dans la population, tout simplement parce que les riches ont des gros revenus. Le problème c'est qu'ils ne dépensent pas tous leurs revenus. Forcément, une fois qu'ils ont mangé un repas, ils ne vont pas en manger deux. Alors que d'un autre côté, les salariés les plus pauvres, eux vont dépenser l'intégralité de leurs revenus, mais pourraient dépenser plus. Seulement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ne peuvent pas dépenser plus. Donc c'est surtout pour Keynes un problème de répartition des revenus dans la population. Keynes a notamment étudié les propensions à consommer et a montré que les agents économiques qui ont les revenus les plus faibles sont ceux qui ont une propension à consommer la plus forte.
Donc si je synthétise pour la question 0, il y a effectivement deux problèmes. D'un côté, il y a un problème de surproduction et de l'autre côté, un problème de sous-consommation car il y a une forte inégalité des revenus. Concernant la question 1, il y a une surproduction des pays comme le Canada, l'Australie et l'Argentine qui se mettent à produire massivement et concurrencer les agriculteurs américains. Et c'est sans compter également des débuts de tensions avec des pays européens qui, à leur tour, sont capables de produire beaucoup. Nous étudierons la suite de cette crise économique lundi en visioconférence. Ensuite, une vidéo sera également réalisée.